Ironhide, page 136. Pendant 2 heures, après un long moment, Wilde fut réveillé par la voix d'Ironhide dans une petite enceinte fixée au mur. « J'espère que vous êtes en forme, monsieur Wilde. Nous sommes à présent arrivés depuis longtemps. Venez, je vais vous faire visiter notre base secrète sous-marine Atlantide, annonça Ironhide. Après une incroyable promenade dans la base, Ironhide ordonna à ses sbires de lui fournir des équipements de plongée, puis il décida de faire une partie de chasse aux environs de la base. Revêtant des scaphandres appropriés, Ironhide, Wilde, Stevenson et les autres officiers remontèrent à l'aide de 6 shuttles pour chasser dans des rochers et du relief sous-marin de gros poissons. La chasse sous-marine fut bonne. Une journée s'écoula flegmatiquement. Ironhide décida de tenir une réunion avec tout le groupe. Il prit la parole en ces termes. « L'OTAN n'a pas encore réagi à votre disparition, messieurs. Il a été contacté de haute sphère. Il doit savoir à présent la raison qui nous a poussés à détourner l'YF-24. À l'heure actuelle, nous devons faire très vite. Colonel White, vous allez être dirigé vers le Pacifique. Un sous-marin vous attend et patrouille en permanence dans un carré géographique défini pour vous permettre de pénétrer la base sous-marine secrète. Voici toutes les instructions de votre mission. » Ingurgitant un verre d'alcool, Ironhide contacta Diamond. « Chut! Notre homme est prêt à partir pour le Pacifique. Il sera suivi par un satellite qui lui fournira les cartes de navigation et lui frayera un passage jusqu'à la base secrète dont le nom de code est Tsunami. Là, il sera éjecté vers le sous-marin Palladium, qui le mènera à proximité discrètement pour récupérer les données du satellite échoué. Les données sont regroupées dans la base sous la forme d'un compact disque, un CD-ROM. Un contact se trouve sur la base Tsunami. Son nom est Kim Yang. Il fera tout pour vous fournir le CD qui est en principe gardé. Kim Yang est un agent double, mais au service de la justice. Il n'hésitera pas à passer dans notre camp s'il détecte des risques de danger de menaces nucléaires. Il veut surtout servir la noble cause. Tout est détaillé dans ce rapport. Diamond déploya une carte de la base Tsunami et l'attendit vers Ironhide. Les 2 hommes se quittèrent. Diamond disparut. Dans un escalier, Ironhide discuta de la mission en mettant le point sur les principaux objectifs. Le lendemain, au petit jour, la flotte américaine fit route vers les États-Unis. Tony Wilde décolla de l'Hollandais volant qui avait fait surface. Il se dirigea vers l'Amérique du Sud à bord de l'YF-24 qui devait être ravitaillé en vol plusieurs fois. L'YF-24, dont le nom de code était Firebird, tel un oiseau solitaire, pénétrait les espaces aériens en donnant les consignes de plan de vol par satellite interposé. Le voyage fut très long. L'YF-24, chasseur de dernière génération et drone, approchait de la zone où Tony, un agent très spécial, travaillant pour les États-Unis et maintenant cette mystérieuse organisation d'Ironhide, commença sa manœuvre d'approche pour l'éjection du colonel Wilde au-dessus du périmètre de la région où se trouvait le sous-marin Palladium en plongée et immobile. « Réduisez la poussée, colonel Wilde. Êtes-vous prêt ?» dit Ironhide dans les écouteurs de celui-ci. « Je suis prêt, affirma Wilde. Tony Wilde était passé sur pilotage automatique entièrement dirigé par les satellites américains. Compte à rebours, 10, 9, 8, indiqua la radio. Éjection. Le siège du pilote se détendit dans le ciel sombre, la verrière se referma en un bruit imperceptible par Wilde, puis le siège cracha. Une longue traînée de feu qui le propulsa de plus en plus haut. Wilde, le cœur comprimé, s'accrochait à son siège. L'YF-24 referma son cockpit et, après avoir perdu de l'altitude, fut immédiatement rattrapé par les commandes d'un satellite qui le stabilisa et le dirigea vers un KC-135 super ravitailleur. L'avion, après avoir volé sans pilote durant 4 heures, fit le plein de fuel. Wilde attendit sur les flots dans une embarcation pneumatique qui s'était gonflée pour lui permettre d'être localisé par le sous-marin, émettant des signaux dans l'immensité de l'océan Pacifique. Tony Wilde reçut un signal de sa montre. C'était l'heure, il devait plonger. Il regagna le sous-marin Palladium à 10 mètres de fond, après que celui-ci lui ait signalé sa position par fusée éclairante spéciale. Son équipement spécial pouvait lui permettre de plonger. Il n'avait qu'à changer ses bottes par des palmes sur le pneumatique. Dans son casque hermétique, une voix le pria de passer vers l'arrière du Palladium. « Je suis sous les ordres de Diamond, Wilde. Entrez dans le sas allumé de feu orangé et attendez la manœuvre de vidage. » Sitôt dit, sitôt fait,
Wild s'accrochait à des poignées, cherchant un point d'appui sur le sol. L'eau quittait le lieu de plus en plus vite. Il attendit l'ordre de bouger. Une porte s'ouvrit automatiquement. Des hommes en combinaison s'occupèrent de lui, le déchargeant de son scaphandre. Après avoir gravi des échelons en titubant, Tony Wild se trouva dans une salle bien éclairée, ventillée, où des kinésithérapeutes le remirent en forme. Peu après, un homme en uniforme rouge le pria de s'asseoir. « Bienvenue, colonel Wild. Notre équipage et moi-même sont contents que tout soit si bien passé. Le Palladium est un des plus rapides sous-marins du monde. Nous sommes contents de vous avoir à son bord. Nous avons mis cap vers la base. Prenez du repos dans cette cabine. J'ai le message suivant. Vous devez rejoindre un de nos agents à Tsunami vers 6 heures. Reposez-vous à présent. » Wild prit une douche chaude, avala des fortifiants et s'allongea au bruit du bercement du sous-marin. Le submersible était maintenant à 1000 mètres de fond. Tout était calme. Après 1 heure de sommeil, Tony se réveilla. Il demanda à contacter Diamond. Les hommes d'équipage lui firent rejoindre celui-ci dans le poste de pilotage, où il put voir son image dans une sorte de téléconférence. Wild lui posa la question suivante. « Vous devez me mener vers une base sous-marine ?» Effectivement, Monsieur Wild, c'est une base bien étrange. Elle se trouve en suspension à 500 mètres de fond. Mes hommes vont vous accompagner pour y pénétrer. C'est une base militaire. L'accès est interdit. Elle a été désertée en un mot. Elle est en quarantaine. Vous savez quels sont les ordres, colonel Wild? Vous devez absolument récupérer ce CD-ROM où sont téléchargées des données top secret, expliqua l'homme au surnom Diamond, qui continua. Vous devez être éjecté à l'aide du tube lance-torpille. Allez donc revêtir votre équipement. Saisissez donc cette arme. C'est un fusil mitrailleur sous-marin. L'une des toutes dernières inventions. Ces projectiles sont des flèches dont les pointes sont imbibées de somnifères puissants et de poisons très violents. Évitez de les toucher. Leurs différentes couleurs vous renseignent sur leur fonction. Maniable a coûté 2 millions. Cette arme a coûté 2 millions de dollars. Elle est idéale pour votre protection. Mais nous refaisons surface, Diamond, dit Wild. Très juste, vous n'avez qu'à voir l'inclinaison du Palladium, expliqua Mr. Diamond. Puis celui-ci, un homme à l'uniforme rouge remit un scaphandre de combat avec une combinaison très légère et un bien étrange casque de plongée fort résistant. Plus tard, le capitaine du Palladium plaça le colonel Wild dans le tube lance-torpille et lui demanda d'ouvrir l'arrivée d'air de son détenteur. Le capitaine lui demanda de s'accrocher à une sorte de torpille très légère et utilisée pour éjecter hors du sous-marin. L'engin possédant des poignées et des câbles de sécurité pour ne pas lâcher prise. Ce n'est pas pour surfer, cette planche et torpille vous aidera à être très près de la base Tsunami plus vite que n'importe quel système au monde. Wild était couché dans le tube lance-torpille, accrochant son fusil derrière son dos et tenant les poignets solidement, le cœur battant, il dit dans une voix d'outre-tombe « Ok, larguez !» Le capitaine referma le sas du tube. Wild continua à suivre les ordres dans une pastille introduite dans son tympan droit. Inclinaison, normale, dit l'officier chargé de la solution de tir. Arrêt des moteurs, ordonna le capitaine. Visée, excellente, 97% d'acquisition. Feu! Wild se sentit arraché, son cœur résista à la poussée, les yeux fermés, il semblait voler. Quelques minutes après, il fut devant la base à moins de 500 mètres de fond. Le colonel défit ses câbles de poignée. Il donna plusieurs coups de palme pour approcher de l'habitation éclairée. L'air comprimé et un mélange gazeux lui permit d'évoluer vers une porte de sas sous les constructions. Un message parvint à son oreille droite. « Wild, vous devez entrer dans la base. Notre contact vous ouvre la porte. Videz le sas. Après, par la pression du bouton rouge allumé. Dirigez-vous vers le haut, vous trouverez le CD-ROM posé sur une table. Il est de couleur dorée. Cherchez bien, lui dit Diamond. L'appareil auditif émit un signal. Wild nageait doucement vers la station en respirant calmement. La pression était importante. Le colonel se mit en dessous du sas. Il réussit à entrer dans la base respectant les ordres à la lettre. Tout semblait calme et silencieux. Des témoins lumineux étaient rouge-orangé. Wild posa ses palmes et gravit un escalier en colimaçon vers le centre de commande de la station. Un silence de mort régnait dans les lieux. Il alluma en poussant l'interrupteur électrique. Eureka! Devant lui, la table où se trouvait placé le CD-ROM. Pas la moindre trace de Kim Young, le contact. Wild mit le disque dans un petit sac hermétique qu'il plaça dans la poche sous son dos, à l'abri des chocs. Au bout de quelques instants, il se dirigea vers le sas, remit son équipement et quitta la base. Devant lui, une cloche de plongeur évoluait à une 50aine de mètres plus haut.
Wilde rejoignait la cloche pour quitter ces lieux, dit Diamond, dans son appareil auditif. Tout à coup, un requin-tigre de 5 mètres de long sortit des profondeurs. Il nageait en cercle autour de lui, se rapprochant un peu plus à chaque tour. Wilde eut un sursaut de peur, un froid saisit son torse et il sentit son cœur battre de plus en plus vite. Il arma son fusil mitrailleur aquatique. Le grand squale avait faim. Il se mit à tournoyer autour de Tony. Le colonel le laissa s'approcher et, visant les branchies du fauve des mers, il tira. Les fléchettes atteignirent le squale qui fit une vive secousse. Wilde tira une seconde fois. Le requin foudroyé ouvrit la gueule, paralysé par le somnifère. Il ne bougea plus. Wilde s'approcha de lui et fit feu une troisième fois dans la gueule. Le requin-tigre fut atteint et se mit à couler vers le fond. Wilde s'aperçut que des nageurs de combat venaient vers lui. C'étaient les hommes de Diamond. Il y en avait une vingtaine. Ils approchaient en Sea Shuttle, respirant calmement. Tony Wilde leur dit que tout allait bien. Un plongeur de combat lui présenta une corde reliée à un bout de bois. Il lui expliqua qu'il devait se laisser traîner, tracté derrière lui par l'engin motorisé. Wilde s'accrocha et se laissa emporter vers le sous-marin de Diamond. Wilde rejoint le capitaine en uniforme rouge. L'homme qui refusait de dévoiler son identité s'assura de l'originalité du compact disque. « Parfait, Wilde, vous avez fait un excellent travail, lui dit-il. Votre organisation est bien étrange, vous m'avez utilisé tel un vulgaire instrument. Pourquoi voulez-vous donc ce compact disque ?» reprit Wilde en souriant. Le satellite qui s'est échoué dans cette zone serait receleur de données de puissance étrangère. Celles-ci détiennent les secrets scientifiques avancés qui intéressent le monde libre. Ce compact disque contient des nouvelles extrêmement importantes pour l'armée. Il est question de substances biologiques pouvant transformer l'être humain en un être plus évolué. Des données scientifiques biomédicales développeraient le quotient intellectuel. Elles le transformeraient aussi en un être plus résistant aux maladies. Ces secrets muteraient l'homme en individu supérieur, expliqua le capitaine du Palladium. L'image de Diamond apparut sur un écran. Il engagea aussitôt une conversation. D'autres recherches se font dans le cadre de la neurochirurgie et une théorie absurde vieille comme le monde, l'immortalité. Mais ceci est top secret, monsieur Wilde, commenta Diamond. L'immortalité, vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop, dit Wilde. Rien n'arrête le développement et les progrès scientifiques, monsieur Wilde, bien que cela vous puisse donner des pensées d'hérésie envers la morale humaine. Voulez-vous changer le monde, Diamond demanda Wilde. Toute recherche scientifique a quelquefois porté ses fruits dans le bon sens, colonel Wilde. L'homme pensait-il aller sur la Lune, reprit Diamond. Vous faites erreur, Diamond. L'être humain, quelle que soit sa puissance et son intelligence, a besoin de repos. Rendre l'esprit n'est pas une déchéance. L'immortalité n'est pas bonne sur Terre, pas bonne pour l'homme. La vie devient infernale un jour ou l'autre, lança Wilde. Simple curiosité scientifique, affirma Diamond. Pourquoi voulez-vous que ce soit moi qui vous cherche ce compact disque? Nous vous avons étudié, Ron Heed et moi-même. Notre organisation de mécènes cherche à former des élites pour combattre des intelligences venues de l'espace. Nous avons besoin de super soldats pour combattre dans l'espace. Ils doivent devenir invincibles. Plus que cela encore, indestructibles. L'avenir de l'humanité en dépend. Nous recherchons la clé de l'immortalité pour combattre et conquérir les mondes de l'espace, colonel Wilde. Imaginez, Wilde, l'homo sapiens, maître de l'univers. Imaginez, Wilde, que la barrière que pose le trépas à l'homme soit franchie. Imaginez des colonies terriennes dans des mondes inconnus. Ceci n'est-il pas un rêve, reprit Diamond? Tout ceci est idéal, Diamond, mais l'être humain a été créé faible et mortel. Tout homme ne peut lutter dans l'infini sans souffrir et s'affaiblir. La fin de la vie est un repos, sinon tout serait infernal, reprit Wilde. Vous voulez vous reposer en paix un jour, n'est-ce pas, Tony Wilde, dit Diamond. Naturellement, fit Wilde. Alors vous nous serez d'aucune utilité. Vous pouvez disposer, Wilde, expliqua Diamond. Le sous-marin fit route dans le Pacifique. Wilde se reposa dans une cabine. Après une journée de navigation, Diamond le rejoignit. Colonel Wilde, nous allons vous parachuter au-dessus des îles Hawaï après vous avoir placé dans un missile intercontinental, lui dit Diamond, qui avait rejoint le Palladium d'une façon inexplicable. La voix d'Iron Heed enveloppa la cabine. Colonel Wilde, je suis Iron Heed 5. Je vous félicite d'avoir travaillé pour nous. Notre sous-marin est un lanceur d'engins. Votre capsule atterrira à Hawaï dans quelques heures et votre gouvernement vous récupérera indemne. J'ai alimenté votre compte bancaire pour cette merveilleuse mission. À très bientôt, monsieur Wilde. À propos, vos amis les généraux américains sont sains et saufs. Ils croisent vers l'Amérique. Au revoir.
Après une séance de relaxation et des injections de fortifiants cardiaques, Wild revêtit une combinaison spéciale anti-G et un casque approprié. Les hommes d'équipage, sans faire surface, le placèrent dans un missile SDAR pouvant accueillir un passager. Ils verrouillèrent la capsule habitable et lui indiquèrent la réserve d'oxygène de 7 à 8 heures. Le sous-marin expulsa une toute nouvelle technologie de missile, un Star-1 qui élimina le ciel et l'eau. Wild s'endormit. La poussée était incroyable. Le Star-1 atteint la stratosphère après quelques minutes et la vitesse fut de Mach 12. Dans la capsule, il n'y avait aucun bruit. Insonorisé, le missile, après 1 heure, réduisit sa vitesse de vol et changea son cap grâce à un satellite. La capsule fut parachutée au-dessus de Honolulu. Wild avait couvert la distance de 10 000 km en moins d'1 heure. Le colonel fut récupéré par l'US Navy. Après 2 jours de repos, Harry Stevenson le contacta. « Mission réussie, tête de crocodile, on va fêter ça », lança le général américain en rejetant la tête en arrière. Wild, assis dans un fauteuil, sirotait un cocktail de fruits. C'était l'après-midi. Un vent venant du Pacifique lui caressait les cheveux. Tony était satisfait. Il avait réussi à procurer ce fameux compact disque à l'étrange organisation de Diamond. Cette organisation secrète avait donc établi le contact avec l'armée des États-Unis. Diamond était probablement un des alliés. Ironide, dont il se trouvait plusieurs sosies ou clones, devait être un de ses chefs. Mais pourquoi se trouvait-il autant de sosies, se demandait Wild intérieurement, en se délectant de son pina colada. Stevenson avait établi un lien avec cette mystérieuse organisation. Wild se leva et composa un numéro de téléphone qui lui était familier. Il parla avec sa femme. « Allô, chérie, je rentre bientôt à la maison. Je suis impatiente de te revoir, chérie DLN. » Tony passa 3 jours de détente à Hawaï. Il prit un billet dans une agence TWA et sauta dans le premier vol en partance pour Boston. L'étrange organisation lui avait procuré 100 millions de dollars pour cette mission. Il trouva son compte alimenté. Il nous a en parlé au général Harry, mais rédigea un rapport de police internationale très confidentiel. Consciencieux, il le présenterait au général plus tard. Tout y était. Le général, après avoir lu le rapport, le classa sous le nom Mystérieux. Il le soumit aux archives du Pentagone en y mentionnant bizarre. Les jours s'étaient écoulés. Harry reçut une décoration de haute distinction pour la petite campagne du Kosovo. Il fut décoré ainsi que ses compagnons d'armes. Le plus haut gradé de l'armée lui remit un cordon et des décorations ainsi qu'à Ben, Mathusalem et Bishop. Les Marines regardaient au garde à vous, le haut gradé remettre des décorations dans une cour du Pentagone. Je vous félicite pour votre intervention dans l'Adriatique. L'armée vous est reconnaissante. Les généraux avaient retiré leurs sabres et le plaçaient, la pointe dirigée vers le sol. Le soleil brillait, saluant la bannière étoilée. Tout le monde se retira dans l'ordre. Plus loin, Wild ne cessait de penser à tout ce qu'il avait vécu. L'étrange organisation était-elle en contact avec l'armée américaine? Était-elle capable de faire intervenir l'armée dans ses agissements? Qui donc pouvait être derrière la direction de la base sous-marine Tsunami? Harry Stevenson, le général de l'armée de l'air américaine, prit une permission. Ses collègues militaires se retrouvèrent sur son yacht. Wild était avec eux. Le yacht voguait vers le golfe du Mexique. Hélène bronzait sur le pont avant. Elle était couverte de produits et de crème étincelante sous le soleil. Une paire de lunettes noires sur le visage. Le yacht continuait sa route doucement dans les eaux internationales. Le général Stevenson et tous ses amis étaient occupés à pêcher un gros espadon. « C'est une belle pièce, les amis », cria Stevenson. Assis sur une chaise fixée et bien attachée par de grosses ceintures, Harry se démenait comme il le pouvait. L'espadon résistait. Harry, en chemise légère blanche, le fatiguait. Il donnait du lest et le reprenait, observant des instants de pause dus à la fatigue. Mathusalem, un bob sur la tête, regardait la touche dans l'eau se rapprocher de plus en plus. Le poisson sautait hors de l'eau et se délectait de la partie en fumant un gros cigare. Ben, un Walkman sur les oreilles, écoutait de la musique classique. Wild apprenait les techniques de pêche en regardant vers le général. La générale, Mme Kimberly Helena, donnait des conseils à son mari. « Chérie, ne fatigue pas trop ton cœur. » Au bout d'une demi-heure, nos amis remontèrent l'espadon. Tout le monde était fort content. C'était un poisson de taille remarquable. Stevenson appela ses hommes d'équipage. Un cuistot découpa l'espadon en tranches qui fit griller avec des feuilles de laurier. Nos amis et leurs femmes respectives déjeunèrent. Le soir venu, Harry proposa à tous une partie de tir au pigeon d'argile.
Nous allons faire un carton avec ces armes, mesdames, dit-il, sortant un fusil mitrailleur moderne. Chacune des personnes tira quelques coups vers les cibles d'argile éclairées par de puissants phares. Cool, touché, cria le général en rigolant. Tony Wilde, qui était tireur d'élite, eut le meilleur score. Le fusil mitrailleur avait peu de recul. Chaque pigeon volait en éclat avec un bruit qui déchirait les tympans. Tony Wilde réussit à toucher 10 cibles. Harry n'en eut que 9. C'est l'âge, vieux pote, dit-il plus tard. Ils se retrouvèrent tous dans le grand salon du yacht pour jouer au poker. Chacun d'eux se servait une bière bien glacée. La chaîne haute fidélité du général jouait de la musique douce. Tout le monde était heureux. Le général Harry, après avoir ingurgité une quantité de bière, était gai. Ses yeux clairs brillaient dans la pénombre du salon du yacht comme un bon diable de la mer. Il parla de sa voiture préférée, la Jeep verte qu'il prenait de temps en temps pour se déplacer et surveiller la base aérienne proche de Rapid City. Sa Jeep préférée, c'était lui qui l'avait peinte soigneusement, en y dessinant une étoile blanche à 5 branches. Peter Bishop leur raconta comment il avait détruit une vedette militaire à l'aide d'un sous-marin en la torpillant. C'étaient des trafiquants de drogue. Je n'ai jamais su comment ils avaient réussi à acheter un Hauser. Ils se faisaient passer pour des Colombiens, mais en réalité, leur pavillon, c'était du bidon d'infâmes bandits qui empoisonnent les honnêtes citoyens par leurs sales marchandises, de vrais pirates, des tonnes d'héroïne dans leur soupe. L'US Navy m'a donné l'ordre de les couler et je l'ai fait dans l'Atlantique Nord. Comment, dit la générale, à l'aide d'une torpille en manœuvrant comme j'ai pu, expliqua Peter. J'ai eu affaire aux pirates, dit Harry. Vraiment, demanda la femme de Mathus. Oui, ils sont sortis de la brume, ils m'ont menacé. Ils avaient un cargo. Ils en voulaient à mon yacht en panne. J'ai appelé un F-18 Hornet qui passait non loin de nous. Le jet a mis quelques minutes pour être au-dessus de nous, dit le général. Le chasseur s'est mis à tourner au-dessus d'eux. J'ai alors donné l'ordre au pilote de tirer au canon mitrailleur. Ils ont eu très peur. Il les a coulés, dit Walt. Non, ils se sont enfuis, expliqua Harry. Harry Stevenson prit sa femme, Helena Kimberley, dans ses bras et ils dansèrent sur un sloop. Leurs amis continuèrent à boire. Le yacht continuait sa route vers le port de Miami. Le lendemain, nos amis se promenèrent dans la grande ville. Tony Wilde et sa femme faisaient du shopping. Ils furent rejoints par le général Harry, qui entama avec lui une conversation. C'est vraiment une drôle d'organisation dont Diamond serait le véritable dirigeant, dit Wilde. Il paraît qu'il serait en contact avec des intelligences venues de l'espace, mais pas un mot de plus, reprit Harry. Ceci est mon dernier rapport confidentiel, je vous le remets, Harry, dit Tony Wilde. J'ai envoyé le CD-ROM ce matin vers les laboratoires du FBI, dit le général. Les jours passèrent, Wilde vécut une vie heureuse avec sa femme Hélène. Il resta en contact avec le haut gradé américain. Le rapport mystérieux resta oublié quelque temps dans les archives du Pentagone. Chapitre 6. Yanis Kourodakis est-il un agent de l'air?